Et Gilbert va attaquer. Chronique d'une attaque annoncée, c'est parti. Boum. La giclette est là, on l'attendait. Désavantage Spagna in bicicletta. Nelson, Oliveira, et Portugais gagnant. Julien Alaphilippe qui porte son accélération maintenant tout près du sommet. Il est sorti, il est parti, Julien Alaphilippe. Bienvenue dans Repetcho, le podcast qui attaque fort. Dimanche dernier, c'est terminé le dernier grand tour de la saison, la Vuelta, avec la victoire de Primož Roglič qui rentre dans l'histoire. On va revenir sur les 3 semaines de course, on va débriefer tout ça avec notamment une 20e étape de légende, ce qui nous amènera à parler forcément de la Movistar. Allez, c'est parti! Ahí viene el cóndor, a ver se va la nota silenciosa como una nota musical que se pierde a la distancia. Le 3e et dernier chapitre des grands tours s'est donc terminé dimanche dernier et c'est Primož Roglič qui, après s'être imposé en 2019 et en 2020, récidive pour signer un triplé. Et donc, il égale Tony Rominger et Roberto Heras. Il est le 3e homme à réaliser un triplé sur la Vuelta. Il est également le 9e homme à le faire sur tous les grands tours confondus, donc avec que des légendes. Donc c'est tout simplement gigantesque ce qu'il a fait. Au classement général, il a creusé le plus gros écart avec le 2e depuis quasiment 25 ans. Il devance Enric Mas de 4 minutes 42. Donc gros écart. Et le 10e, Félix Großschartner, est à plus de 22 minutes. Donc bref, c'était n'importe quoi. Vraiment, il a dominé la course de la tête et des épaules. En ce qui concerne les chiffres, donc Roglič, il a 4 victoires d'étape. En 3 participations à la Vuelta, c'est déjà 3 succès au classement général. 9 victoires d'étape en 3 ans. Et sur les 4 contre-la-montre qu'il a eu sur les 3 dernières Vuelta, il les a tous remportés tout simplement, donc c'est énormissime, c'est sa course sur les dernières années. Au niveau de son équipe, on a été inquiet dès le début de la Vuelta parce qu'on le retrouvait souvent tout seul dans les finales d'étape, mais plus la Vuelta avançait, plus il avait d'équipiers, souvent dans les groupes de favoris. Ils étaient souvent 4 ou 5 Jumbo-Visma, donc son équipe a assuré, et Sepp Kuss doit faire dans le top 10 au général aussi, donc voilà, pour l'équipe Jumbo-Visma qui a dominé cette Vuelta aussi. Et puis aussi Roglič, en remportant le prologue inaugural à Burgos, a pris le maillot rouge. Il l'a laissé à Taramae dès la 3e étape pour le récupérer quelques jours plus tard à Cuillera où il finit juste derrière Magnus Cort Nielsen. Et puis en fin de première semaine, il le laisse à Aude Christian King, là aussi pour la formation Intermarché. Et il va le laisser quasiment toute la 2e semaine pour le récupérer au lac de Covadonga sur sa victoire. Et plus le lâcher tout simplement. Donc il aura eu le premier jour et le dernier jour, tout en le laissant entre guillemets à des concurrents. Ce qui a particulièrement été intéressant avec Primož Roglič, c'est que bien qu'il soit le favori le mieux placé à chaque fois, même quand il n'avait pas le maillot rouge, il a fait preuve de panache. Donc l'étape des lacs de Covadonga où il est allé récupérer le maillot rouge au terme de l'étape, il suit Egan Bernal qui choisit d'attaquer à plus de 60 km de l'arrivée. Bien qu'il ait 4 équipiers encore dans le groupe, il choisit d'attaquer alors que franchement il n'en avait pas l'utilité et au final bien lui en a pris puisqu'il lâche Egan Bernal dans l'ascension finale et reprend quasiment 2 minutes à tout le monde. Donc voilà. Et à la 20e étape dont on parlera plus en détail après, il suit les autres. Franchement, il n'avait pas d'effort à faire en plus. Il ne s'est jamais fait piéger au cours de ces 3 semaines. Bien que, encore une fois, il ait chuté dans une descente en voulant attaquer dès les premières étapes aussi. Donc faudra qu'il fasse attention à ça, mais c'est son caractère aussi, sa manière de courir. Donc c'est ce qu'on apprécie aussi, le fait qu'il prenne beaucoup de risques. Sur la 2e marche du podium, on retrouve Enric Mas pour la Movistar. Donc l'Espagnol a été très régulier durant cette Vuelta. C'est d'ailleurs sa deuxième place sur la Vuelta après 2018. Il était derrière Simon Yates, là derrière Roglič. Donc au début, on pouvait penser qu'il pouvait accrocher plus Roglič, mais au final, il s'est rangé avec les autres, mais il gardait ce niveau, donc 2e. On sait que c'est pas un crack. C'est ce qu'il peut espérer de mieux, et quand on voit la 20e étape de la Movistar, on se dit heureusement qu'il est 2e. Sur la 3e marche du podium, on retrouve Jack Haig, l'Australien, qui signe son premier podium en grand tour pour la Bahrain Victorious.
Et il chope ce podium sur la 20e étape justement qui a été complètement folle. Il aura été régulier. Souvent en début de Vuelta, il a accompagné Roglic et Mas. Donc c'est mérité pour lui. Même si sur cette fin de Vuelta, Simon Yates a essayé de le mettre en difficulté. Il l'a été. Mais au final, sur le contre-la-montre de Saint-Jacques-de-Compostelle, il arrive à conserver cette place. Et ça vient récompenser tout le travail de la Bahreïn, qui avait une équipe de fous encore. Même s'ils ont été un peu décevants, mais il conclut le podium. D'ailleurs aussi pour la Bahreïn, Gino Madère qui signe la 5e place et qui prend le maillot blanc à Egan Bernal. Au pied du podium, on retrouve Adam Yates pour Ineos qui disputait son premier grand tour avec sa nouvelle formation. Et Ineos a fait une Vuelta un peu étrange. Sportivement, ça reste décevant parce que quand tu arrives sur un grand tour avec Adam Yates, Richard Carapaz et Egan Bernal, tu peux légitimement viser la victoire. Mais pas grand-chose s'est passé comme prévu. Richard Carapaz déjà qui était rincé de son été complètement après son Tour de France et les Jeux Olympiques, il était complètement vidé, il abandonnait en cours de Vuelta. Egan Bernal pas en forme au début du moins, gêné par le Covid dans sa préparation. Et puis Adam Yates qui était vraiment le leader de cette équipe. Donc au cours de la course, c'était un jour Adam Yates en forme et Egan Bernal pas en forme, et un autre jour Egan Bernal en forme et Adam Yates pas en forme. Donc difficile d'accrocher un résultat solide avec ça. Ce qu'on ne pourra pas leur reprocher, et ce qui a d'ailleurs été apprécié par beaucoup de suiveurs, c'est qu'ils ont tenté de loin. Donc j'en parlais, Egan Bernal à plus de 60 km de l'arrivée. Il sait qu'il est loin, il veut reprendre du temps. Il se fera lâcher dans les lacs de Covadonga, mais il finira avec le deuxième groupe. C'est pas grave. Il a essayé, il l'a dit même en interview qu'il se faisait plaisir et c'était le cyclisme qu'il appréciait. Et la 20e étape où il a tenté de loin, il a tout perdu, mais au final, ça lui importait pas de perdre son maillot blanc. Donc il a d'ailleurs félicité Gino Madère pour l'avoir remporté. Mais il a dû se faire plaisir et je pense que ça va l'aider pour les prochaines années, notamment pour le Tour de France en 2022 où on aimerait beaucoup le voir à l'attaque, même si sur un Tour de France ça paraît beaucoup plus compliqué. Donc Ineos sur ce Tour d'Espagne qui confirme le fait qu'elle a changé sa manière de courir, beaucoup plus plaisante, et il faut le dire que si elle n'attaque pas à 60 km de l'arrivée sur les lacs de Covadonga, et pendant la 20e étape, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est eux qui ont mis le feu à la course aussi. Et qui nous ont permis de nous faire plaisir. On va revenir à l'équipe Movistar pour parler de cette 20e étape. Donc au matin de cette 20e étape, Movistar passait un Tour d'Espagne, on peut le dire, parfait. 2e et 3e au général avec Enric Mas et Miguel Ángel López. Mais pendant cette 20e étape, rien ne s'est passé comme prévu. L'équipe Ineos a vissé à plus de 100 km de l'arrivée pour essayer d'attaquer. Adam Yates a attaqué, Egan Bernal a attaqué. Adam Yates a réussi à créer un groupe où étaient présents les deux Bahreïn, Egg et Madère, Roglic le leader de la course et Enric Mas. Problème, il manque le 3e du classement général Miguel Ángel López qui est derrière dans un deuxième groupe à suivre Egan Bernal, mais Egan Bernal ne veut pas revenir sur le premier groupe parce qu'il avait clairement les jambes. Donc il reste là, et Miguel Ángel López ne veut pas rouler pour se faire contrer par la suite, donc il attend ses coéquipiers derrière. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi, on apprend sur les réseaux sociaux qu'il se serait arrêté carrément, et qu'il aurait quitté la course, donc on ne sait pas ce qui se passe, on attend la fin de l'étape. Effectivement, il avait pété un câble, il s'est arrêté au bord de la route, à sa voiture. Ses directeurs sportifs et ses coéquipiers ont essayé de le raisonner, mais rien ne l'a ramené à la raison, et il a donc abandonné cette étape sur un coup de colère. Déjà, ça nous a rappelé que la Movistar n'était pas la Movistar pour rien. Elle a entretenu sa légende, c'était magnifique, légendaire même. Et puis, c'est quand même ridicule que Miguel Ángel López abandonne l'avant-dernière étape. Il pouvait sauver une 6e place au général, ce qui est quand même bien pour son équipe et les sponsors de son équipe, mais il en a décidé autrement.
Et donc maintenant, il y a des rumeurs comme quoi Miguel Ángel López devrait quitter l'équipe Movistar après un an seulement pour retourner où ? Chez Astana, équipe qu'il avait quittée à la fin de la saison dernière. Donc c'est assez cocasse. D'ailleurs, la Movistar va faire signer plusieurs jeunes dans les prochains jours, avec notamment le champion d'Espagne du chrono et de la route junior, Ivan Romeo, un grand junior, pas encore grand espoir. Et comme je l'avais annoncé dans le dernier podcast, beaucoup d'hispanophones avec notamment Ivan Sosa, Alex Aramburu, Leïs Aguirre et un mec de la Carrera, le Oyer Lascano. Donc ils continuent leur recrutement jeune, même si on aura encore Valverde qui va faire exploser la moyenne d'âge de l'équipe. Pour conclure sur cette 20e étape, sportivement elle était déjà exceptionnelle, probablement la plus belle étape de cette saison. Et donc le drama Miguel Ángel López l'a rendu légendaire et celle-là on s'en souviendra pour plusieurs années encore. On va parler de deux gros tops de ce Tour d'Espagne, Magnus Cort Nielsen et Fabio Jakobsen, tous deux vainqueurs de 3 étapes. Donc déjà Magnus Cort Nielsen, vainqueur en côte à Cuillera qui a résisté au retour de Roglic, vainqueur au sprint et vainqueur en échappée. Et le dernier jour, le seul à rivaliser avec Roglic sur le chrono, donc il a performé partout, il est probablement dans la forme de sa vie, et il sera un des favoris à coup sûr du prochain championnat du monde en Belgique. Et pour Jakobsen, c'est la belle histoire, le retour après sa grave chute l'an passé en Pologne. Il a assumé son statut de sprinter et revient au plus haut niveau, et comme Patrick Lefevere l'a annoncé, il devrait être le sprinter numéro 1 pour le prochain Tour de France, donc on a hâte de voir ce que ça va donner, maintenant qu'il est lancé. On va passer maintenant aux Français, qui ont plutôt réussi un excellent Tour d'Espagne, 3 victoires d'étape, avec Romain Bardet en échappée, Florian Sénéchal dans un sprint un peu particulier, et donc Clément Champoussin sur justement la 20e étape. Je ne l'ai pas dit, mais l'étape la plus spectaculaire de la saison remportée par un Français, c'est pas tous les jours, donc faut le dire. Et une belle victoire d'étape. Il a rien lâché jusqu'au bout, il était dans l'échappée matinale et donc il est récompensé par cette victoire d'étape. On a aussi Kenny Lissonde qui a porté le maillot rouge pendant une journée et Guillaume Martin qui fait encore top 10 sur un grand tour. Après un top 10 sur le Tour de France, c'est un top 10 sur cette Volta. En plus, il a chuté, il a fini vraiment exténué cette Volta, donc c'est un bel exploit, franchement, vu l'état dans lequel il était. Il a d'ailleurs déclaré forfait pour les championnats d'Europe, vu son état, c'était compréhensible. Mais on le retrouvera sans doute en fin de saison. Et enfin, on va parler de la déception, l'immense déception française, c'est Arnaud Démare, comme sur le Tour de France. Bon, sur le Tour de France, il avait été hors délai en montagne, dès la 9e étape. Là, il a pu disputer vraiment peut-être 1 ou 2 sprints. Il a accroché une 2e place derrière Jakobsen, mais sinon, il a tout le temps été enfermé. Cette saison, c'est vraiment une saison noire pour le Français, qui faisait partie des meilleurs sprinteurs du monde les années passées, mais vraiment, cette année, ça n'a pas du tout marché. Déjà sur le Tour, là sur la Volta, il n'y a pas grand-chose à tirer de ce résultat, et on espère le retrouver beaucoup mieux pour la saison 2022. Sinon, pour un verdict global de cette Volta, je l'ai trouvée un peu ennuyeuse, malheureusement un peu comme chaque année. Quand on voit que un coureur de second couteau comme Christian King arrive à garder le maillot rouge aussi longtemps et dans une partie aussi décisive d'un grand tour, donc toute la 2e semaine, je trouve ça un peu triste, même si Roglic l'a clairement laissé avec ce maillot. On n'a pas trop d'attaque, encore merci aux Ineos, sans qui cette Volta aurait probablement été chiante à mourir. Ils ont un peu égayé nos après-midi. En plus, les Français, en qui on avait beaucoup d'attentes, comme Arnaud Démare, n'ont pas performé. On a été surpris par les victoires françaises, mais voilà, c'était un peu ennuyeux et vivement de retrouver un Giro, qui est le grand tour le plus passionnant chaque année. Vivement de revivre ça. Mais il y a encore de belles échéances d'ici la fin de saison. Dimanche, le championnat d'Europe avec nos Français qui sont en forme, même si les Slovènes, Pogačar et Mohoric, voilà, vu leur forme, surtout Mohoric, on se fait pas trop de doutes.
Le championnat du monde qui promet d'être extrêmement spectaculaire et le Tour de Lombardie. Donc beaucoup de choses à voir d'ici début octobre. Voilà, c'est tout pour ce Tour d'Espagne. Les grands tours, c'est terminé pour 2021. Vivement 2022. On va se retrouver prochainement pour parler des championnats du monde. D'ici là, bon championnat d'Europe à vous. Ciao ciao.